Bien, bonjour et bonsoir plutôt à tous et à toutes. Du coup, moi, je suis Bertrand Lano, je suis l'un des 13 employés de Euskal Moneta. On est une petite équipe maintenant qui se forme de plus en plus. Moi, je suis chargé de développement. Je m'occupe du coup d'aller solliciter des nouveaux professionnels sur toute la partie de la côte nord. Donc, on va dire de Anglette jusqu'à Guétari, en passant par Aix, Arbonne, etc. Voilà pour ce qui est mon poste. Là, moi, du coup, aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer un petit peu plus ou moins en détail comment fonctionne et la mécanique d'une monnaie locale, et après, un peu plus en détail ce qu'est le SCHO. Et après, comme j'expliquais un petit peu, l'objectif, c'est qu'on échange. Je vais vous faire une présentation la plus succincte, rapide, pour qu'on puisse échanger si jamais vous avez des questions après. Du coup, pour ce qui est de la mécanique de la monnaie locale, l'objectif d'une monnaie locale en général, c'est vraiment que la circulation de la monnaie se fasse le plus possible en fait, et qu'elle soit la plus maîtrisée possible et qu'elle soit la plus vertueuse possible. Euh, L'objectif principal, c'est évidemment qu'il y ait un effet relocalisateur, ça c'est indéniable, mais c'est aussi de sortir des circuits spéculatifs. Donc, qu'on n'aille pas dans les paradis fiscaux, qu'on puisse savoir où va l'argent qu'on a pu générer et la valeur, la plus-value qu'on a pu générer. Euh, pour ce qui est en fait de l'Oshko, nous par exemple, notre argent, tout Oshko qui va être généré, va être évidemment créé à la base d'1 euro, et il va être placé dans deux grandes banques qui vont être la Nef et le Crédit Coopératif, sur des fonds de dépôt. Ces fonds de dépôt, c'est des fonds qu'on ne touche pas évidemment et qui sont mis en place pour que si jamais un jour l'association s'arrête, on puisse rembourser tout le monde. Ça, c'est le premier point, mais surtout le point le plus important au niveau de le rapport avec le SS, on va dire, c'est vraiment que cet argent qui va travailler va sortir du système bancaire classique, pour aller dans des banques éthiques, où l'argent qui va travailler va être réinvesti dans des projets sociaux, solidaires, environnementaux, etc. Ça, c'est vraiment l'aspect important. On a essayé de mettre de manière générale un peu la majorité de tout ce qui est billets à la nef. On a une traçabilité vachement plus poussée au niveau des rapports annuels d'où va l'argent, en fait, et tout le reste est aussi au crédit coopératif. Voilà pour ce qui est vraiment de la partie, on va dire, technique. Le SCHO en soi a été créé en 2013. Ça fait partie des 70 ou 80 monnaies locales qui sont présentes en France. On est la monnaie locale la plus dynamique de France, d'Europe, voire potentiellement du monde, même si on n'a pas des chiffres officiels à l'échelle mondiale. En tout cas, on est les plus dynamiques pour ce qui est du nombre d'utilisateurs et de monnaies échangées. Aujourd'hui, il y a un petit peu plus de 2 millions de SCHO qui sont en circulation. Pour vous donner un ordre d'évolution, moi je ne suis pas très vieux à Euskal Moneta. J'ai commencé en mars. Quand j'ai commencé, il y avait plus ou moins 1 500 000 Eusko. Donc 8 mois plus tard, 6-8 mois plus tard, il y a eu plus 500 000. Et ces 2 millions, on les a atteints, si je ne dis pas de bêtises, fin de l'été. En tout cas, ça augmente tous les mois de presque plus 100 000 logements en circulation. Euh, Au niveau des adhérents particuliers, on est à entre 3 et 4 000 adhérents particuliers. Au niveau des professionnels, quand on dit professionnels, c'est des entreprises comme des indépendants, mais aussi des associations, on les compte comme professionnels. On est aux alentours de 1200 professionnels qui utilisent le SCHO aujourd'hui, à travers tout le territoire. Le territoire est évidemment le Pays Basque Nord pour l'instant. Dans un moyen très long terme, on ne sait pas, peut-être un jour ce sera aussi le Pays Basque espagnol, le Pays Basque Sud, mais ce n'est pas à l'heure du jour aujourd'hui. Mais en tout cas, on est concentré sur le Pays Basque Nord. On a des voisins comme le Béarn qui ont aussi leur propre monnaie locale. Euh, voilà pour ce qui est de l'aspect, enfin des grands chiffres. Au niveau de l'aspect technique, 1 euro est égal à 1 Eusko. C'est pas plus simple, c'est pas plus compliqué, pardon. L'objectif, c'est que ça soit le plus simple et facile d'utilisation pour tous. Euh, pour ça, en 2013, à la création, on a créé des billets, des coupures, donc de 1, 2, 5, 10 et 20 Eusko. À ce moment-là, et c'est toujours d'actualité aujourd'hui, mais à ce moment-là, le moyen d'obtenir des Eusko, c'était d'aller dans des bureaux de change. Donc, on apportait des billets ou un chèque en euros dans un des commerçants qui joue le jeu d'être un bureau de change.
et on échangeait, on déposait 30 euros par exemple, ou 50 euros, et on repartait avec 50 Eusko. L'objectif, évidemment, du coup, dans cet effet relocalisateur, c'est, je vais vous prendre un exemple qui m'est très personnel au niveau de l'utilité d'une monnaie locale et de l'utilisation et la relocalisation. J'habite à Ustaritz. Je vais dans la boutique des producteurs du coin. Je la payais en euros jusqu'à avant d'être à Lochko. Donc je faisais travailler l'économie locale dans un certain sens. Mais sauf que je n'ai aucun moyen de savoir ce qu'elle va faire, elle, au niveau de l'euro que je vais lui donner. Soit elle va le garder pour elle, soit elle va payer un de ses fournisseurs qui va le garder pour lui. On n'a aucune maîtrise sur la monnaie. Alors que si moi, je fais l'effort de la payer en Eusko, enfin, ce n'est pas vraiment un effort, mais si je la paye en Eusko, je sais pertinemment qu'elle va devoir payer un fournisseur en Eusko, qui lui va devoir payer un fournisseur, etc., etc., etc. Si on fait une boucle qui est certainement fictive, et néanmoins, si moi je vais la payer en Eusko, elle va peut-être payer son fournisseur en Eusko, lui il va aller payer son mécanicien en Eusko, le mécanicien va aller faire ses courses chez le producteur en Eusko, et donc en fait le circuit est fermé, et l'argent qui a été généré et que j'ai dépenser à un endroit va revenir au point de départ. C'est l'objectif, et que ça circule 2 à 3 fois plus vite que l'Eusko. Il n'y a aucun intérêt à épargner ces Eusko. L'objectif c'est ça circule, et ça circule. Et c'est ce qui crée cette solidarité entre les différents professionnels et au niveau des adhérents. Pour ce qui est des objectifs, du coup, il y a la relocalisation de l'économie, ce que je viens de vous expliquer. À l'Eusko, il y a aussi la promotion de l'utilisation de la langue basque, parce qu'on s'est rendu compte que les gens l'utilisent encore dans la sphère privée, entre amis, en famille, mais n'ont pas forcément moyen de savoir si on peut l'utiliser en dehors de ces sphères-là. Et du coup, l'objectif, ce qu'on demande aux professionnels, c'est d'afficher le plus possible le shkara. Nous, on s'occupe de venir récupérer les informations les plus récurrentes dans leur commerce, de les traduire pour eux avec l'OPLB et pour les inciter à l'afficher le plus possible et le plus vite possible, même si on leur donne un laps de temps à chaque fois. Par la relocalisation, le défi, c'est un détail que je ne vous ai pas donné par nom, c'est qu'on leur demande de travailler soit avec 3 produits locaux, soit avec 3 fournisseurs locaux qui sont établis dans la liste des différents fournisseurs qui travaillent déjà avec le SCHCO. Donc soit ils travaillent déjà, soit on les incite à aller vers ces professionnels-là. Donc vraiment créer cette chaîne de valeur et créer ce réseau et le développer le plus possible et qu'il soit vertueux pour tout le monde. Pour ce qui est au niveau de la charte, et je vais parler moi de mon cas personnel, en tant que chargé de développement, tous les mois, on apporte des nouveaux professionnels qui souhaitent être adhérents à l'OSCO. On les présente à un comité d'agrément qui se rassemble, où c'est une quinzaine de personnes qui sont bénévoles, qui sont professionnels ou particuliers, mais qui sont garants de la charte de l'OSCO. Dans cette charte, il va y avoir 4 grands points, on va dire. Le premier, évidemment, c'est que le siège social est basé au Pays Basque, Nord. Le deuxième point, c'est qu'il n'y aura pas de grande et moyenne surface, parce que l'objectif, c'est de valoriser justement l'économie de quartier et les commerces de proximité. Vous ne trouverez pas d'entreprise qui aura une forte nuisance environnementale et qui n'a aucune envie de faire des efforts là-dessus. Et en dernier point, vous ne trouverez aucune entreprise, ou producteur plutôt, qui fera de la production industrielle ou hors sol. Donc ce sera plus des appellations contrôlées, biologiques, etc. Voilà pour la charte. Et ce comité d'agrément veille au grain, entre guillemets, pour que cette charte soit respectée et que les valeurs de l'OSCO soient bien respectées. En gros, un professionnel, c'est pas on signe, on paye et on est adhérent. Il y a une charte, il y a des gens qui la font respecter et elle l'est respectée. Donc c'est un gage de qualité et de valeur au sein du réseau où chaque professionnel qui travaille avec un autre professionnel saura que les valeurs seront partagées. Donc c'est un réseau de valeurs et un réseau d'échanges. Est-ce que jusqu'ici vous avez des questions? Pour l'instant, aucune main ne se lève. D'accord, très bien. Après, pour ce qui est
on va dire, dans l'utilisation propre vraiment à l'ESS. On est une association, donc on est vraiment une structure sans but lucratif. On n'a pas d'actionnaire. On est géré par une AG comme une association. En dessous de ça, on a un comité des collèges où il y a des représentants de différents collèges, que ce soit les particuliers, les bénévoles, les professionnels, les salariés bientôt normalement, les collectivités locales, des associations, etc. Voilà pour ce qui est de la partie pour le SS. Après, on a une gestion vraiment démocratique où une voix, un homme représente une voix. Personne n'a plus de voix qu'un autre. Chacun peut donner son avis et est écouté et compte tout autant que l'autre. Et on a une non-discrimination au niveau des adhérents. C'est-à-dire que n'importe qui peut être adhérent à l'USHCO au niveau des particuliers. Au niveau de la réutilisation, moi je voulais aussi revenir sur ce point-là, au niveau de la réutilisation des EUSHCO, il y a 3 grands moyens de les réutiliser. Le premier moyen qu'on arrive à mettre en place, en tout cas la plupart du temps, ça va être de payer des fournisseurs. C'est-à-dire qu'un professionnel va payer ses fournisseurs en EUSHCO. Il faut savoir que on a dans ces 1200 professionnels beaucoup d'échanges sur divers biens et services. Le deuxième moyen, c'est de pouvoir se payer une partie de son salaire ou une partie des salaires de ses employés en EUSHCO pour qu'ils puissent l'utiliser à titre personnel chez les professionnels du réseau. Et le dernier moyen, qui n'est intéressant pour personne, c'est de pouvoir rééchanger ces EUSHCO en euros. C'est intéressant pour personne dans le sens où nous, pour l'association, c'est considéré presque comme un raté, parce que nous, l'objectif, c'est que ces EUSHCO restent des EUSHCO. Et ce n'est pas intéressant pour le professionnel parce qu'on lui prend une commission de 5% sur ces échanges. Il faut relativiser ces 5% parce que souvent, c'est des sommes qui sont modiques, parce que c'est 5% du chiffre d'affaires qui a été généré en EUSHCO, qui n'a pas été rééchangé, qui n'a pas été réutilisé ailleurs, et c'est souvent des tout petits montants qui restent au niveau du change. Néanmoins, ce change en EUSHCO arrive parce que certains professionnels sont en bout de chaîne, si on peut dire ça comme ça, et ils n'ont pas forcément, ou c'est très compliqué pour eux de trouver des fournisseurs en local. Ces EUSHCO-là, ces 5%-là, on les met dans un pot commun qu'on ne touche pas, qui sert à financer des associations en local. Ce système fonctionne de manière très simple. Moi, en tant qu'adhérent particulier, tous les mois, je fais un change automatique de mon compte euro vers mon compte EUSHCO. Et à la fin de l'année, je décide de donner 3% de la somme totale d'échanges que j'ai fait à l'association de mon choix, qui sont évidemment adhérentes à l'EUSHCO. Je garde mon pouvoir d'achat, mais en fait, on va piocher dans ce pot de 5% pour le donner aux associations locales. Pour vous donner un exemple concret qui a eu lieu il y a un mois, on va dire, ou peut-être moins, on a eu EUSHCO El Carteneguna, qui est du coup la remise des dons aux différentes associations. On a remis un peu plus de 38 000 EUSHCO à différentes associations. L'objectif, c'est évidemment que au-delà de 30 parrains qui soutiennent l'association, on fait ces dons, pardon. Mais l'objectif, c'est que plus les parrains utilisent l'EUSHCO, plus l'association touchera des EUSHCO. Je vais vous prendre un exemple concret sur lequel je travaille en ce moment avec des Ikashtola à Anglet et à Biarritz. L'objectif, certes, c'est qu'ils atteignent ces 30 parrains pour atteindre le fameux plafond pour pouvoir recevoir les dons. Mais si personne n'utilise les EUSHCO, si personne ne fait de change au niveau de ces parrains, ils ne toucheront aucun EUSHCO. Alors que plus ils changeront des EUSHCO, plus ils auront des dons en EUSHCO. Donc l'objectif, c'est que ça soit gagnant-gagnant, que les gens utilisent l'EUSHCO et que ça serve les associations locales après derrière. Voilà. Est-ce que vous avez des questions maintenant? Je pense vous avoir à peu près tout dit. Oui. Moi, je ne vais pas poser une question, mais je vais juste donner un exemple. Imaginons que 30 personnes décident que la Maison de l'économie sociale et solidaire et l'association auquel ils souhaitent donner leur EUSHCO, surtout n'hésitez pas, et à ce moment-là, nous aurions la possibilité de développer aussi l'EUSHCO sur Biarritz. Je dis ça en passant. Est-ce que tu as parlé de la carte? J'ai pas forcément vu. Complètement. C'est vrai, merci. On a 2 à 3 moyens de paiement au niveau de l'EUSHCO. En 2013, on a créé, à la base, il y avait justement que les billets.
En 2017, on a numérisé justement l'utilisation des Eusko avec la création de l'Eusko Carte, qui est l'Eusko que tu présentes. Où on avait mis en place des TPE, enfin, ils y sont quasiment encore tous présents, mais on a mis en place des TPE dans les magasins où c'est un paiement sans contact. Donc les gens arrivent, rentrent le montant, on paye justement en sans contact. Depuis cet été, on a créé ce qu'on appelle EuskoPay, qui doit être écrit là à l'envers, j'imagine, peu importe. C'est une application de paiement en ligne qui vient à faciliter encore plus l'utilisation de l'Eusko. Donc on a, pas tous, mais en grande majorité maintenant aujourd'hui nos téléphones avec nous, souvent avec Internet dessus et pas forcément toujours la carte sur nous. Donc l'objectif c'était de rendre ça encore plus volatile et plus simple d'utilisation. Donc ça c'est le fameux moyen de paiement. Donc pour ce qui est de EuskoPay, c'est un QR code qui est généré pour chaque professionnel. Merci. Qui est généré pour chaque professionnel. On se rend dans le commerce d'à côté et puis on peut payer comme ça, juste en flashant ce QR code, en rentrant le montant et c'est envoyé instantanément ou quasiment instantanément sur le compte bancaire Eusko du professionnel. D'ailleurs, ça me fait penser à un point un peu plus technique pour le coup, qui est le point, une notion plus comptable. D'un point de vue comptable, l'Eusko et les monnaies complémentaires, de manière générale, c'est extrêmement simple. C'est-à-dire que moi, personnellement, en tant que chargé de développement, je me retrouve souvent confronté à cette question-là et à cette excuse-là ouais, mais c'est trop compliqué comptablement. Alors oui, au départ, il y a un compte supplémentaire qui est un compte généré en Eusko. Mais d'un point de vue comptable, le comptable ne fera rien de plus. C'est-à-dire que juste au moment de la première saisie d'un paiement effectué en Eusko, au lieu de mettre billet, par exemple, il va mettre billet en Eusko ou Eusko numérique dans sa colonne. Ce ne sera pas des lignes supplémentaires, ce sera juste une terminaison de compte différente qu'il faudra générer la première fois et après c'est pareil et ça fonctionne. Il n'y a vraiment pas de problématique de ce point de vue-là. Après, c'est oui, savoir jongler entre pseudo de compte, mais c'est-à-dire il y a le compte en euros et il va y avoir le compte avec lesquels on va, en Eusko avec lesquels on peut payer ses fournisseurs. Donc c'est vraiment une utilisation la plus simple possible. Pour ce qui est de l'utilisation classique aussi, il y a le site bancaire et se présente comme un site bancaire tout à fait classique, c'est-à-dire qu'on peut effectuer des virements, on peut éditer des fiches de compte, on peut tout faire comme un site bancaire classique. Voilà. Bonne fin de journée, Hortense. Désolée, je ne voulais pas vous interrompre. Okay. Bonne fin de journée. Très, très intéressant. Hein. J'étais en train de regarder pour ouvrir le compte. Je dois y aller là, mais je le fais dès demain. Oui, c'est vrai que après ça, je rentrerai plus en détail, mais c'est des montants qui sont différents des particuliers et des professionnels. Oui, non, je parlais en tant que particulier du coup. Ouais, alors c'est 1 € par mois. Mais je vois bientôt Dante pour le professionnel, j'espère. Ouais. À bientôt. Merci Hortense. Merci. Au revoir. Oui, du coup, c'est vrai que c'est un détail aussi. Justement, les cotisations ne sont pas les mêmes entre les particuliers et les professionnels. Pour l'instant, c'est 1 € pour les particuliers, sans frais supplémentaires. Tout est compris dans les 1 €. Pour les professionnels, ça dépend de la taille de l'entreprise. Tout comme pour les collectivités, ça dépend de la taille de la ville, ça dépend, etc. Voilà, si vous avez plus de questions ou si vous avez des questions tout court, n'hésitez surtout pas. Je réfléchis. Bertrand, il faut préciser qu'il s'agit d'1 € par mois, pas par an ou par jour. Oui, c'est 1 € par mois, oui, pardon. 12 € par an. Voilà. Et aussi, tu as dit que c'est limité aux entreprises dont le siège social est au Pays Basque. En revanche, ce qui est vrai, en revanche, pour les particuliers, comme Hortense qui nous a quittés là, il n'y a pas d'obligation. Hein. On peut être domicilié à Bordeaux ou ailleurs et avoir compte en Eusko. Évidemment, on ne l'utilisera que pour des achats faits au Pays Basque. C'est ça, mais notamment EuskoPay a été créé dans le cadre d'une campagne qui s'appelle Vacances en Eusko, où c'était de promouvoir, l'idée est de promouvoir justement l'économie locale au sein même du Pays Basque. On a été suivi par beaucoup de mairies, beaucoup d'offices du tourisme, voilà, la totalité presque. En tout cas, l'objectif, c'était de valoriser et de promouvoir ça. Donc, c'est de prendre l'exemple, on va prendre l'exemple de Bordeaux, quelqu'un qui vient passer une semaine en vacances au Pays Basque, ou 2 ou 3, peu importe,
a tout à fait la possibilité d'ouvrir son compte. Ça lui prend 5 minutes. Il peut faire ça dans le train, dans la voiture en venant. Il charge ses Eushco sur son compte et puis il peut utiliser et avoir une notion de tourisme participatif ou de tourisme écologique, en tout cas de tourisme plus local, plutôt que d'aller faire travailler un tel, il fera travailler quelqu'un qui est adhérent à l'Eushco. Et pour ça, on a mis en place, nous, des circuits de vacances en Eushco où on proposait certains circuits, que ce soit c'était un peu plus dans les terres cette année, on les t'offrira peut-être plus l'été prochain. Mais en tout cas, proposer ces circuits-là et de montrer, vous pouvez aller par exemple visiter la Soule en Eushco et vous avez telle ou telle adresse. C'était pas nécessairement que des activités payantes, mais l'objectif c'était de pouvoir avoir un circuit un peu différent d'un circuit classique. En tout cas, un circuit avec des valeurs, comme je le disais, que le comité d'agrément et que l'Eushco de manière générale tend à défendre, et de le proposer au final aux adhérents, qu'ils soient au Pays Basque ou en dehors. Oui, il y a un site internet, j'ai mis dans la conversation, vous pouvez avoir les cartes, télécharger les PDF des parcours. Ça. Sachant que, alors, je ne vais pas trop m'avancer, mais on va certainement essayer peut-être d'étoffer un tout petit peu plus si on a le temps, notamment avec des circuits un peu plus sur la côte, ce qui nous manquait un tout petit peu, en tout cas sur la côte nord. On avait fait un truc avec Saint-Jean-de-Luz, mais pas nécessairement un peu plus au nord, alors qu'il y a des offres au Pays Basque Nord aussi. Au Pays Basque Nord, sur la côte nord, pardon. Tu peux peut-être parler aussi des exigences en matière écologique. Tu en as parlé. Le comité d'agrément, on fait attention à ce qui est donné comme nourriture aux animaux, très sélectif, des choses comme ça. Bien sûr. Oui, et c'est vrai que c'est. Alors, nous, enfin, oui, exactement. De base, l'économie locale aura une vraie notion environnementale forte, parce que plutôt que d'aller acheter un bien qui est à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, peu importe, alors que notre voisin produit la même chose, ça limite justement, par l'utilisation d'une économie locale, ça limite le transfert et le transport de matériaux. Après, au niveau des comités d'agrément, c'est vrai que pour tout ce qui est justement production, limite et interdiction de la production industrielle ou hors sol, c'est là où le comité d'agrément fait un peu attention au niveau des producteurs, comment sont élevés par exemple les animaux, s'il n'y a pas trop de produits qui sont mal utilisés. Et nous, au niveau des défis qu'on met en place, comme je disais, le premier c'est de vendre soit 3 produits locaux, soit de travailler avec 3 producteurs locaux. Quand ce n'est pas possible, je vais vous prendre un exemple concret qui m'est arrivé il y a peu de temps. J'ai fait rentrer quelqu'un qui fabrique des planches de surf, qui est malheureusement en bout de chaîne, c'est-à-dire que c'est très compliqué pour lui de trouver des produits ou des producteurs locaux, même s'il achète ses pains de mousse, il les achète à Bordeaux, c'est pas si loin, mais il n'empêche que c'est pas sur le territoire. Du coup, on l'incite et le plus possible en tout cas à mettre en place un tri des déchets le plus sélectif possible et le plus valorisant possible pour les déchets. Malheureusement, on n'a pas encore assez la main dessus. L'objectif, c'est qu'on le renforce et que ça soit vraiment très visible et très concret. Mais c'est une vraie volonté d'avoir une notion environnementale très forte parce que ça fait partie des valeurs inhérentes à l'Eushco. Mais c'est important. Donc, ce monsieur dont tu parles, cette activité sera obligé du coup de changer son Eushco en euros puisqu'il est en bout de chaîne et qu'il n'a pas la possibilité de l'utiliser. C'est pas indispensable. Tout dépend des montants qui vont lui être fournis. Parce que lui, il est parti du principe qu'il allait les utiliser à titre particulier. Donc, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un détail aussi que je n'ai pas donné, pardon. À chaque ouverture d'un compte professionnel, on propose au professionnel de lui offrir un compte particulier pour qu'il puisse utiliser à titre particulier ces Eushco-là, pour pas qu'il ait à payer, il ne va pas payer avec son compte professionnel les courses classiques, sinon c'est pas trop légal. Mais en tout cas, voilà, on lui offre ça pour qu'il ait cette possibilité-là de le faire. Et c'est ce que va faire justement ce créateur de planches. D'accord.
Sauf s'il en a trop. Et là, auquel cas, oui, si ça lui fait des trop, si par exemple il vend une planche à plusieurs centaines de chevaux, parce que ces planches valent cher, et que ça lui fait un trop gros trou de trésorerie, il va certainement en échanger un petit peu. Ouais. D'accord. Autrement, il se rémunère avec, sur son compte privé. Exactement. Exactement. Merci, merci M. Bertrand. Est-ce que c'est possible de payer Energia en Eusko, le fournisseur d'électricité local, sa facture d'électricité? Alors, pas encore, mais c'est en cours de faisabilité. C'est en vraie discussion et ça devrait se faire. Bravo. Je suis pas assez calé sur le sujet, mais en tout cas, je sais que c'est dans les petits papiers de Dante que c'est vraiment en train d'avancer et que ça devrait se concrétiser rapidement. Est-ce que j'ouvre tous les micros? Est-ce que c'est plus facile pour vous si j'ouvre tous les micros parce que personne ne lève la main? Allez, je les ouvre. Vous voyez une question, pardon? Si je peux me permettre, pour Energia, le fournisseur d'électricité d'origine renouvelable, c'est un engagement d'Energia d'accepter le plus tôt possible le paiement en ESCO. Ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, Energia, chaque fois qu'Energia perçoit, mettons, 100 €, il y en a quasiment 70 qui sont reversés par Energia aussitôt à Engie, enfin, et puis aussi aux finances publiques. Donc, obligatoire, donc il est inconcevable que Energia puisse accepter un paiement de 100% de ses factures en ESCO, puisque par obligation fiscale, il y a une partie importante qui doit être dépensée hors du territoire et en euros. Donc, c'est là que, comme le dit Bertrand, il y a un arrangement à trouver avec les règles de l'ESCO. Il ne faut pas que ce soit bricolé, donc un arrangement soutenable et durable sur à quelles conditions, sur quelles proportions, etc. Energia sera-t-elle amenée à accepter l'ESCO et pour le reste à prendre l'euro? Ce type d'option est aujourd'hui un peu plus restreint pour les professionnels que Bertrand convertit. Hein, voilà. Donc il faut trouver des règles qui soient soutenables, en temps équitable par rapport aux autres, pour Energia. Voilà. Mais ça fait évoluer la pratique et donc aussi certainement les règles de l'ESCO un jour. Mathilde, tu peux peut-être nous redire, pour ceux qui ne connaîtraient pas Energia, à quelle date Energia vient présenter son projet pendant notre mois de l'ESS? Je ne l'ai pas en tête. C'est demain à 18 h. Voilà, pour ceux qui seraient intéressés d'aller un peu plus avant dans ce projet, pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà. Et on a une question de Philippe qui demande comment reconnaître un commerçant qui accepte les ESCO. Je venais de l'avoir, j'allais y répondre, mais merci. Alors, on a créé des autocollants. Alors, j'espère en avoir encore un ou ne pas avoir donné le dernier il y a peu. Je vais juste regarder ça. Mais en gros, en fait, on leur appose des autocollants à l'entrée des magasins. Et aussi, maintenant, il y a le Schco-Carte, enfin, le Schco-Pay, pardon, qui est affiché au niveau de la caisse. Alors, pardon pour le bruit, si j'en fais. En gros, on leur affiche ça. À chaque entrée de magasin, vous allez avoir un autocollant qui dit ici, payé en Eusko. Après, vous allez avoir deux terminaisons. Ça va être soit je peux vous accueillir en basque, c'est-à-dire les mots basiques, bonjour, merci, au revoir. Et sinon, ça va être Euskaraz et ça va dire je suis bascophone. Donc, l'objectif, c'est aussi par cet autocollant, au-delà de dire j'accepte l'Eusko, dire je suis bascophone ou pas bascophone. Et du coup, pour les non-bascophones, pour les bascophones plutôt, c'est plus alors orienté vers eux, savoir s'ils peuvent parler directement dans le magasin en basque ou non. Voilà. Mais ça, vous allez trouver en fait à chaque entrée de magasin. C'est normalement bien affiché et il est assez gros. Je ne sais pas, vous voyez, j'ai des grandes mains, mais il est assez grand. Du coup, c'est assez visible. Tac.
Et pour vous montrer aussi juste un exemple, je vais vous le sortir tout de suite, des cartes Euskopay qui sont, que vous allez pouvoir trouver en caisse si jamais le professionnel n'a pas affiché l'autocollant ou que c'est un vieil autocollant, ce qu'on essaie de surveiller au maximum, ce qui n'est pas toujours facile sur le territoire qui est assez vaste. On affiche, je vais y arriver, pour ceux qui l'acceptent, parce que les professionnels ne sont pas obligés d'accepter le paiement numérique. Certains ne veulent n'avoir que des billets. L'inverse n'est pas possible, ils ne peuvent pas avoir que du numérique. D'un point de vue légal, on est obligé d'avoir l'échange de papier. Voilà. Et du coup, en fait, ça se présente comme ça. C'est-à-dire que chaque professionnel, pardon pour le reflet, mais chaque professionnel, du coup, va avoir ce QR code-là qui lui est propre. Moi, en tant que particulier, je vais venir flasher ce QR code avec mon téléphone. Instantanément, il y aura écrit, là, c'est un peu le mauvais exemple. Enfin, l'exemple, là, c'est Kimoa, j'ai pris Likashtola Nanglette. Mais en tout cas, moi, quand je vais flasher avec le QR code, instantanément, sur mon application, il y aura écrit le professionnel dont j'ai flashé le QR code. Je rentre mon montant, je valide et c'est payé. Peut-être que ça va le flasher, je ne suis pas sûr. Ça marche, c'est incroyable. C'est dommage. Enfin, moi, je comprends la partie illégale de n'avoir que de devoir imposer le billet pour ceux qui ne veulent que du numérique. Par contre, pour certains, ça pose problème. Et c'est franchement dommage qu'on n'arrive pas à trouver un moyen de n'avoir que du numérique pour ceux qui n'ont pas de paiement en espèces dans leur système, que ce soit associatif ou autre. Alors, je crois vraiment, sans vouloir trop m'avancer parce que je ne suis pas du tout expert sur le sujet, mais que c'est vraiment une notion légale. On est obligé de proposer l'argent en monétaire, en fait, et on ne peut pas l'imposer en numérique. Donc, c'est cette notion-là où certains, même adhérents particuliers, ne veulent que du billet. Très bien. On proposera toujours le billet d'un point de vue même légal. Mais c'est vrai que dans l'autre sens, moi, je vais prendre mon exemple, je vais parler pour moi, je me rends compte que j'utilise quasiment pas les billets, que j'utilise que cette application ou que la carte, parce que c'est plus simple, parce que je paye comptant, parce que je n'ai pas à aller faire du change. C'est des raisons qui sont personnelles. D'autres préfèrent avoir que des billets, et je l'accepte et je l'entends tout à fait. Mais moi, dans mon utilisation personnelle, c'est vrai que je n'utilise pas les billets, quoi. Et c'est vrai que c'est une notion qui est importante aussi, dont je n'ai pas parlé. D'un point de vue légal, le SCHO, enfin les monnaies locales complémentaires, sont considérées au même titre, on va dire, par exemple, qu'un ticket restaurant au niveau du rendu de la monnaie. On paye, si par exemple je dois 18,50 chez quelqu'un, on n'a pas de centimes en Eusko. Donc soit on paye 18 Eusko et 50 centimes d'euros, soit on paye 19 et on n'est pas censé nous rendre la monnaie dessus. D'où moi aussi d'autant plus l'intérêt de payer en numérique, où là je vais payer comptant. Sauf si je veux soutenir le commerçant et payer un petit peu plus, sans aucun problème. Mais en tout cas, légalement, normalement, on n'a pas le droit de rendre la monnaie, sauf si c'est des chiffres ronds et du coup en Eusko. Si je dois 18 et que je donne 20 Eusko, on peut me rendre 2 Eusko, mais pas 2 euros. Voilà. C'est un point, mais comme sur les tickets restaurants, certains professionnels le font. Ils rendent la monnaie quand même, mais c'est tant mieux ou tant pis pour eux, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, certains le font quand même. Et juste aussi un autre détail, comment reconnaître un commerçant qui accepte le SCHO? Quand on se balade dans la rue, c'est avec cet autocollant-là. Et après, il y a un annuaire en ligne. Alors, je ne sais pas s'il est à nouveau actif, je vais juste regarder. Il est en maintenance. Ouais, il est en maintenance encore, ouais, voilà. Mais en tout cas, on a un annuaire en ligne qui est une carte interactive où on peut chercher par zone, par type d'activité, etc. Donc vraiment, on a ça et puis on les a aussi en papier. On peut les retrouver dans certains bureaux de change ou la maison de l'ESS. Voilà, à la maison de l'ESS, normalement il y en aura. Où justement il y a tous les professionnels qui apparaissent, les professionnels par zone. Pour les formats papier, on les fait par zone parce que c'est plus simple. Sinon c'est un peu trop fourni, on va dire. Pour ce qui est, ça me fait penser, pour ce qui est du travail en réseau pour les professionnels, quand on va les rencontrer, nous, chargés de développement, on arrive avec deux types d'annuaires. Le premier, c'est souvent l'annuaire classique qui est donné aux adhérents particuliers. Donc, si par exemple, je parlais pour ma zone, quelqu'un
travail et vie Anglet. Je vais lui montrer l'annuaire particulier Anglet avec tous les professionnels qui sont déjà adhérents. Mais aussi, dans un second temps, pour créer ce fameux réseau et cette synergie entre les professionnels, je vais lui donner un annuaire qu'on appelle Escou chez Escou, de main à main en gros. Ça va être vraiment, l'objectif, c'est de créer ce réseau, c'est de se dire, OK, moi je rentre dans le réseau, mais chez qui je vais pouvoir les réutiliser? C'est dans cet annuaire-là, qui peut être un peu sa Bible, entre guillemets, où il va trouver toutes les informations des professionnels chez qui il va pouvoir réutiliser ces ESCO. Parce que tous les professionnels du réseau ne sont pas ouverts au public. Certains le sont et ils sont aussi ouverts aux professionnels. En tout cas, ils font du travail de professionnel à professionnel. Mais l'objectif, c'est de créer une synergie, de créer ce réseau de pro à pro et que ça soit bénéfique pour tout le monde. Voilà. Je réfléchis, si je regarde dans mes petites notes si j'ai d'autres choses à vous dire, si je ne vous ai pas tout dit. Vous nous parlez du lien avec Kérikoa, le SCO, le montant total collationné en ESCO. Durant un temps, il me semble qu'il y avait aussi un investissement qui était fait dans les entreprises du Pays Basque. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est quelque chose qui a été abandonné ou pas? Je vais botter en touche et demander à des gens qui sont à Euskal Moneta depuis plus longtemps que moi parce que je n'ai pas assez de recul sur le sujet. Et j'en ai personnellement jamais entendu parler. Jean-Roch et Chantal, peut-être. Mais... Lequel Jean-Roch, ton micro est fermé. pas oui. Ah oui. Attends. Il est fermé, le micro. Je lui ouvre, mais il le ferme en même temps, donc on est embêté là. Il faut que l'un ou l'autre, mais pas les deux. Il faut ouvrir ton micro. Tu as fermé ton micro. Merci. Ah, c'est bon. ESCO Moneta ne pourrait investir dans des entreprises qu'une partie de ces fonds qui aujourd'hui sont de ces ESCO, de ces euros qui aujourd'hui sont sur des comptes bloqués. Et donc, tu vois, ESCO Moneta n'en a pas la disposition. En revanche, c'est vrai qu'il y a notamment de la part de Dante, enfin de l'équipe travaille à la prospective, hein, et va proposer une solution qui permettrait d'utiliser une partie de ces fonds pour des investissements en entreprise, en échange de quoi, on espère, qu'on pourrait avoir une caution de la part de collectivités territoriales, donc au fond, permettant, si aujourd'hui il y a, je donne un exemple, une valeur numérique approchée, s'il y a 2 millions d'euros sur compte bloqué, supposons que les instances dirigeantes obtiennent de la part du conseil régional, mettons Nouvelle-Aquitaine, à tout hasard, une caution pour 500 000 euros, elle pourrait, l'État pourrait prélever 500 000 euros sur ces comptes bloqués et les investir en effet pour des activités économiques, seules ou bien en liaison avec Kérikoa, avec des professionnels de l'investissement économique, bien sûr. Mais au cas où il y aurait, comme le disait Bertrand, nécessité de mobiliser cet argent pour rembourser, pour acheter des ESCO, eh bien voilà, on pourrait faire jouer, en complément de ce qui est réellement disponible, faire jouer la caution du conseil régional. Pour ceci, c'est un projet, il faut que le législateur l'autorise, parce que c'est quand même, les monnaies locales et complémentaires sont soumises à une réglementation publique, donc il faut que ceci soit explicitement autorisé, ce qui n'est pas le cas, et soyons optimistes. Puisque c'est envisagé, c'est en tout cas du domaine du plausible. Voilà. D'accord, donc moi, j'avais dû rencontrer quelqu'un de purement utopiste qui m'avait vendu un peu l'idée de l'ESCO avec ça, et je trouvais ça extraordinaire d'avoir ces trois piliers, à la fois l'aide à une association, à la fois l'aide locale au niveau du circuit court et à la fois la possibilité d'investir dans le territoire.
Mais bon, a priori, cette dernière partie n'est pas encore d'actualité. Oui, voilà. Mais ce n'est pas utopique, hein, tu as raison de dire. Ça vaut la peine d'être travaillé. D'accord, parfait. Et juste pour rajouter, j'avais mal compris en fait ton explication. Et en effet, en fait, on en parle, comme le dit Jean-Roch, on en parle de manière large, on va dire. En tout cas, c'est un projet, après avoir d'un point de vue légal et d'un point de vue de la faisabilité. Mais c'est en tout cas en discussion. D'accord, bah, super. J'espère que ça aboutira. Espérons aussi. Moi, je voulais aussi juste revenir sur un petit point, parce que là, avec cette période de crise pour tous, de retour de confinement ou de pseudo-confinement, peu importe, nous, on essaie déjà lors du premier confinement, on avait mis en place un système de solidarité avec les producteurs et les commerçants. On avait créé, autant que faire se peut, parce qu'on n'avait pas de personne de responsable communication qui pouvait chapeauter tout ça à ce moment-là. On avait mis en place des groupes Facebook de soutien de fournisseurs et de producteurs, parce que les producteurs s'étaient retrouvés avec énormément de denrées sur le dos suite à la fermeture des écoles, des restaurateurs, etc. Du coup, c'était de leur proposer de se mettre en lien avec les adhérents en particulier pour qu'ils se mettent en lien sur voilà, moi j'habite ici, je cherche un panier, quel producteur fait ce panier-là par exemple. Ou inversement, le producteur pouvait dire bon ben voilà, moi je fais des livraisons peu importe où, des livraisons là, là, là et là. Si vous êtes adhérent particulier et qu'un panier vous intéresse, signalez-vous, etc. Et ça a plutôt bien marché. On a fait ça dans un second temps avec des commerçants aussi, ceux qui ouvraient, qui faisaient du drive, qui faisaient de l'achat en ligne, etc. Et on va remettre ça en place. L'objectif, c'est qu'on soit solidaire avec les professionnels et mettre en avant ceux qui arrivent à maintenir une activité, ceux qui peuvent maintenir légalement une activité, les mettre en avant. On va essayer de créer, de maintenir cette synergie qui s'est créée au niveau des groupes sur Facebook, mais aussi de faire des pages sur le site internet qui vont être évolutives en fonction des informations qu'on va avoir au niveau des professionnels, qu'on va solliciter pour savoir sur cette zone qui est ouvert, qui fait quoi. Et nous, on mettra ça sur le site internet, parce que tout le monde n'a pas accès aux réseaux sociaux. Donc ça, c'est l'un des premiers points. Et après, on va mettre en place aussi une série de webinaires, donc des petites conférences un peu comme celle-là, je crois que la première, ça va être, je ne dis pas de bêtises, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le SCHO. Voilà, tout un programme. Sans jamais avoir osé le demander. Ça va être la première. Et l'objectif, ce sera tous les jeudis. Après, a priori, ce sera tous les jeudis. Il y en aura un par semaine jusqu'à la fin du confinement, donc au moins jusqu'au 4 décembre. Pardon. Si ce n'est pas repoussé, on verra, mais au moins là, il y aurait a priori 4 webinaires déjà d'organiser. Je vous laisserai voir pour la suite si jamais ça vous intéresse les sujets. Mais en tout cas, voilà, ça va être sur l'intérêt des monnaies locales par rapport à l'euro, les plus-values que créent les monnaies locales par rapport à l'euro, ce maintien d'une économie locale, la non-dispersion des échanges, et le fait qu'il n'y en ait pas certains qui se l'accaparent au détriment des autres. En tout cas, voilà, ça va être des discussions qui vont être autour de ça. Et ce sera évidemment ouvert à tous. L'objectif, c'est justement la sensibilisation du plus grand nombre à ces sujets-là. Évidemment, ça sera rattaché à l'OJCO parce qu'on est à l'OJCO et que c'est nous qui l'organisons. Mais cette problématique est propre à toutes les monnaies locales, qu'elles soient en France ou ailleurs. Et du coup, c'est d'expliquer et de sensibiliser les gens à l'intérêt de ces monnaies locales complémentaires et de montrer que ça, on ne va pas supplanter l'euro parce que ce n'est pas l'objectif. Mais en tout cas, c'est montrer l'intérêt certain des monnaies locales complémentaires sur les territoires donnés, quoi. On relaiera les webinaires que vous organisez sur Oui. le Facebook, je pense, de la maison. D'accord, merci, c'est très gentil. Je réfléchis si je n'ai pas d'autres choses à vous dire, mais non. Oui, je me disais, on peut peut-être revenir un tout petit peu sur l'intérêt de se centrer sur les petites entreprises locales, sur les produits locaux et de détourner un peu les gens des grandes surfaces, de les inciter à plutôt privilégier
ce qui est local et puis des entreprises qui ont particulièrement besoin d'être soutenues. Exactement. Bah, de toute façon, ce sera enfin, ce sera déjà dans les webinaires aussi. Mais oui, cet objectif est clair. Moi, enfin, j'entends justement ou injustement parler beaucoup de Amazon, que tout le monde pointe du doigt et tout le monde tape sur les doigts de Amazon. Mais si les gens n'achetaient pas Amazon, Amazon ne s'enrichirait pas. Et du coup, l'objectif, c'est d'arriver à sensibiliser au maximum les adhérents particuliers comme professionnels, évidemment, hein, parce qu'ils achètent aussi à titre particulier. Je vais prendre un exemple tout concret, mais qui a eu lieu ce matin. J'ai eu un rendez-vous, malgré toute cette crise, avec un restaurateur, dont je tairai le nom, mais qui se fournit chez Métro. Et moi, je lui ai expliqué, il était complètement, en plus, il est issu du territoire, pas bascophone, mais issu du territoire, concerné, convaincu par les choses, mais il n'a jamais fait l'effort. Pour lui, c'est plus simple d'aller à Métro, de faire ses courses à un seul et même endroit, quitte à tuer les producteurs qui sont derrière, quoi. Et du coup, c'est d'arriver à sensibiliser les professionnels comme les particuliers sur cet intérêt de faire vivre un professionnel et de l'accaparement des richesses par les grandes centrales d'achat et par les supermarchés qui captent énormément d'argent sur les denrées, quoi. Et c'est par ça qu'on va, cet intérêt est profond et clair. Il faut consommer local, il faut consommer de saison. Si on peut consommer en plus quand c'est bien fait, on ne va pas aller forcément jusqu'au biologique parce qu'il y a des pour, il y a des contre, et tout n'est toujours pas contrôlé. Mais en tout cas, c'est d'essayer de consommer local et de saison et de soutenir les producteurs et les commerçants pour soutenir une économie, être solidaire avec les employés et les employeurs, plutôt que d'aller acheter dans des grandes centrales d'achat ou sur Amazon où c'est des robots qui gèrent la plupart des choses. Et si les gens qui y travaillent, ils sont aussi un peu considérés comme des robots. Donc là, ce qu'apportent vraiment les commerces de proximité, ça va être un accueil, des sourires, des échanges, des conseils, ce que n'apportera jamais une interface sur Internet, même si il y a de plus en plus de professionnels qui se mettent à faire des petites pages dans des coins de chat. Si jamais vous voulez échanger des trucs, c'est souvent des réponses toutes faites. Et ça n'aura jamais la même saveur qu'une rencontre physique. On est des animaux sociaux. Et l'objectif, c'est de soutenir justement ce lien social entre nous. Et la monnaie locale en est un très bon objet. C'est un très bon objet pour faire tout ça, quoi. En passant, Bertrand, après avoir parlé de l'intérêt pour la relocalisation, c'est-à-dire pour l'emploi, pour le circuit court et tout ça, tu viens d'illustrer que c'est aussi bon pour le climat. Il faut oser le dire, même si la plupart des gens, si souvent beaucoup de gens disent mais c'est secondaire. Non, justement, ça contribue à sensibiliser et c'est aussi la part du colibri là, pour le climat. Complètement, même si moi, à titre personnel, je suis un écolo convaincu et converti. Et je considère que je devrais peut-être pas le dire là, mais je considère que le SCO, on peut en faire encore plus au niveau écologique et on y travaille, donc c'est très bien. Mais c'est une notion qui est très, très importante. C'est bien, je vais prendre l'exemple du bio encore une fois, hein. C'est très bien d'acheter bio, mais si ça vient de l'autre bout de la France ou de l'autre bout de l'Europe, à quoi bon? Autant acheter quelque chose qui est moins bio, qui est fait en production raisonnée à côté de chez moi. Si ça peut être à côté de chez moi et biologique, tant mieux, mais je privilégie toujours quelque chose qui vient proche de chez moi. Et je pense qu'il y a un intérêt très fort à ce que les gens le comprennent, même s'il y a une notion de budget. Il y a beaucoup de gens qui m'ont toujours dit c'est pas possible, ça coûte trop cher, c'est trop compliqué. Non, j'ai jamais. J'ai eu des périodes où je vivais de pas grand chose, et pourtant j'arrivais à me fournir sur des producteurs d'à côté de chez moi, et voire souvent ça me coûtait peut-être moins cher parce qu'il n'y avait pas d'emballage, parce qu'il n'y avait pas les marges des grandes surfaces dessus, et qu'en plus au-delà de l'aspect économique, il y avait encore une fois cet aspect social où j'allais voir des gens, où je rencontrais des gens. Et on crée un lien social qui est incalculable au niveau de l'intérêt, quoi. C'est un intérêt personnel qui est incalculable. Il y a des gens qui aiment bien être cloîtrés chez eux, mais je crois que ça reste une minorité.